Bonjour à tous. Donc j'étais venu ce matin pour vous parler de ce que j'appelle en général le Great Reset de l'IA. Mais après l'invite de Bruno Le Maire qui nous a rappelé la symbolique du lieu et son histoire, je me contenterai de parler du nouveau départ, donc ce matin pour l'IA. Alors le nouveau départ, c'est d'abord une inflexion, c'est l'accélération. Je pense que tout le monde en a beaucoup parlé, tout le monde en est convaincu. L'année dernière a été une année de rapide accélération de la volonté des dirigeants d'entreprise de déployer l'IA, la data, encore plus vite que dans les années précédentes. Alors un des éléments qui a joué, je pense, ça a été la pandémie. Alors la pandémie, au début, ça n'a pas été des bonnes nouvelles pour l'IA, puisque la presse s'était fait l'écho de pas mal de petits ratés, des commandes qui n'avaient pas été honorées, des stocks qui avaient été empilés pour rien, tout un tas de petits couacs qui s'étaient produits dans le monde de la vie des entreprises. Et on avait un peu tôt fait de se dire, mais finalement, toute cette IA qui devait régler tous les problèmes du monde, à quoi sert-elle? Est-ce que finalement, elle fonctionne complètement? Alors, ce que je pense, en fait, c'est que le nouvel environnement qui résulte de la pandémie, où on voit qu'on a une incertitude énorme, qu'il y a une volatilité très, très grande dans les marchés, dans la demande des consommateurs, un besoin de sécurisation, de stabilisation des chaînes de production, de traçage, pour certains produits, de diversification des sources d'approvisionnement, mais aussi de sécurisation des approvisionnements. On a aussi une économie qui s'est beaucoup plus connectée à cause du à distance, quelle qu'en soit la raison, et donc qui produit beaucoup plus de données. Et donc face à ces nouvelles contraintes, l'IA est bien sûr une des clés de la sortie de crise, parce que l'IA permet de traiter des données extrêmement massives. L'IA, c'est la meilleure technique qu'on ait aujourd'hui pour faire des prévisions. Donc, quand on a besoin de faire beaucoup de prévisions parce que l'environnement est volatile, l'IA est bien sûr partie de la solution. Et puis, l'IA, c'est aussi une façon d'évaluer, de tester, de créer beaucoup de scénarios de réponse opérationnelles face à des situations qui sont assez inédites. Et donc, c'est sans surprise qu'on voit cette accélération de l'IA. Et peut-être de façon un petit peu plus fondamentale, c'est simplement la loi des reins de la destruction créatrice de nos économies libérales qui est à l'œuvre. Et si je partage le graphe suivant, là, ce que vous voyez, c'est pour un échantillon de 250 entreprises, tous secteurs, toutes géographies confondues, pour lesquelles on a mesuré à quel point est-ce qu'elles sont avancées, on a un index qui permet de faire ça au BCG, sur l'exploitation de l'IA et de la donnée. Et ce que vous voyez, là, c'est la capitalisation boursière de ces entreprises. Donc la ligne verte, c'est la capitalisation boursière et son évolution depuis le début de l'année dernière pour les entreprises qui sont les plus avancées, et la ligne rouge, c'est celle des entreprises qui sont les moins avancées sur le déploiement de l'IA et de la data. Et on voit de façon très claire que les entreprises qui ont été les plus avancées en matière d'exploitation systématique de l'IA et de la donnée ont beaucoup mieux résisté à la crise. Elles ont moins chuté pendant la période de frigorification de l'économie qu'on a connue au deuxième trimestre de l'année dernière. Et depuis, elles reprennent beaucoup plus vite leur activité. Alors là, on a un indicateur composite sur la capitalisation boursière. On a les mêmes résultats si on regarde des notions de croissance, des notions de taux d'innovation, des notions de satisfaction client. Donc l'IA, c'est vraiment l'enjeu concurrentiel majeur pour les entreprises dans cette sortie de crise. Et d'ailleurs, le fait que ce soit devenu un enjeu concurrentiel majeur a un peu changé le regard que les entreprises et les équipes dirigeantes portent sur l'IA. On a avec BCG, avec le MIT, chaque année, on fait une étude sur le déploiement de l'IA dans les entreprises. On interroge à peu près 2500 entreprises sur là où elles en sont, en fait, dans le déploiement de l'IA. Il y a 5 ans, l'IA était principalement vue comme une opportunité formidable. Aujourd'hui, la plupart des entreprises y voient à la fois une opportunité, bien sûr, mais aussi un risque, et notamment le risque de se faire dépasser par la concurrence. Donc il y a une véritable accélération, mais il y a aussi des enjeux qui sont de plus en plus importants pour les entreprises, notamment en matière concurrentielle. Alors pourquoi parler d'un nouveau départ au-delà de cette accélération? Parce que je suis convaincu que l'IA est en train de changer. Alors le premier grand changement, c'est la nature des données qui sont traitées. Et avec la pandémie, on voit une montée en puissance très rapide et très systématique de l'utilisation de données haute fréquence. Alors, beaucoup de modèles d'IA avaient été calés, entraînés sur des données historiques.
plusieurs années en général pour arriver à anticiper les réponses. Évidemment, dans le contexte actuel, une partie de ces données, selon les secteurs, ont complètement perdu de leur pertinence. Si on pense au secteur aérien, Jean-Christophe Lalanne est dans la salle, faire un programme aérien dans les années qu'on a connues auparavant où on ajustait tous les 6 mois le programme, les capacités à la marge, et la situation actuelle où on est presque en base zéro pour essayer de reconstruire des programmes, on voit bien la perte de pertinence des données historiques. Malgré tout, il faut continuer à faire tourner des modèles de prévision et on utilise des horizons de temps qui sont beaucoup plus courts parce que les données pertinentes, en fait, dans la situation actuelle, c'est les données des quelques semaines ou des quelques mois qui viennent de se passer. En revanche, sur ces périodes, on va utiliser beaucoup plus de données, donc des données à très haute fréquence, pour être capable de nourrir les modèles. Alors, ces données haute fréquence, elles sont de nature très différente. Ça peut être des données GPS de mobilité qui vous disent si les consommateurs retournent dans les transports en commun, dans les transports grande distance, dans les magasins, dans quel type de magasin. Ça peut être des données macroéconomiques, ça peut être des données de paiement qui peuvent être vendues par certains grands acteurs du paiement. Et c'est aussi énormément les données issues du web et les données de trafic qui, en tant que telles, n'ont pas une grande valeur, mais quand elles sont combinées aux données internes des entreprises, et notamment aux ventes, permettent de créer des indicateurs avancés à quelques semaines, à quelques mois sur l'état de la demande et peuvent être utilisés pour construire des outils, des solutions qui aident les entreprises à piloter leur chaîne de production, leur réseau de distribution, leurs investissements marketing pour voir là où la demande reprend. Elle est peut-être latente, mais elle est sur le point de reprendre ou non. Donc, premier changement, cette montée en puissance très forte des données haute fréquence, à la fois internes et externes. Autre changement important, c'est autour d'une IA nouvelle génération qui est beaucoup moins anthropomorphique. Il ne s'agit plus seulement de se dire « je regarde ce qu'un opérateur humain est capable de faire et je vais entraîner une IA pour être capable de faire ce que fait cette personne dans les mêmes conditions ». On est en train de réinventer de nouvelles façons de faire qui sont beaucoup plus innovantes et en partie fondées sur ces données haute fréquence. Donc je vais partager un exemple, par exemple dans la banque. Un sujet du moment, c'est évaluer le risque de faillite des entreprises. Alors si on prend les PME, par exemple, ou les entreprises de taille moyenne, la façon dont c'est fait historiquement dans une banque, on regarde tous les 6 mois ou tous les ans les rapports financiers qui sont publiés, un analyste crédit lit quelques rapports sectoriels, regarde les indicateurs clés du rapport financier et décide sur cette base si on peut prolonger une ligne de crédit sans se poser de questions ou si au contraire il faut peut-être un peu investiguer la situation d'entreprise parce qu'elle paraît difficile. On imagine bien dans la situation actuelle qu'attendre une année ou 6 mois pour avoir des éléments financiers sur la masse des PME avec lesquelles les banques travaillent n'est plus du tout possible et pas du tout pertinent dans la situation actuelle. Alors, on a des IA qui avaient été faites sur le processus ancien. Donc, il y a des IA qui avaient appris à lire les rapports financiers des entreprises avec des OCR et puis un peu d'entraînement. On arrive à faire qu'une IA soit capable de sortir ces données. Et ensuite, on avait entraîné des IA à essayer de répliquer la façon ou les décisions que prenaient des analystes crédit sur la base de ces rapports financiers. Ces IA-là sont complètement inopérantes dans le contexte actuel. Cela ne sert à rien. En revanche, ce qui est fait aujourd'hui, c'est la mise en place de systèmes de suivi de l'ensemble des transactions pour une entreprise donnée en temps réel. Alors là, ce n'est pas du tout quelque chose qu'un humain pourrait faire, c'est des milliers et des milliers et des milliers de données qui sont analysées pour une entreprise donnée, pour des types d'entreprises, des tailles d'entreprises, des entreprises localisées dans certaines régions du monde ou même certaines villes, pour rechercher du signal au sein de ces transactions ou chercher des archétypes un petit peu au sein d'une région, au sein de différents segments d'entreprise. Elles sont combinées, ces données, avec des données temps réel macro sur certains secteurs, sur des données issues du web qui peuvent vous donner sur, par exemple, le marché de la construction. Il y a certains sites web qui sont très représentatifs, notamment les sites d'appel d'offres, et leur activité est très, très représentative de ce qui peut se passer sur un marché. Et en combinant tout ça, on est capable, avec de l'IA, de pointer quelles sont les entreprises qui sont le plus à risque d'une crise de liquidité et du coup d'aider les banques à déployer les prêts garantis par l'État ou d'autres solutions pour leurs différents clients. Et là, on voit que c'est une IA qui n'a rien à voir
avec l'idée de se dire j'avais un analyste crédit, je le filme et j'essaye de faire qu'une IA soit capable de répliquer son métier. On est sur des processus qui sont complètement nouveaux, avec des données complètement différentes, sur des pas de temps complètement différents. Et c'est là que je vois une nouvelle génération d'IA. Et un des facteurs clés de succès dans cette nouvelle génération de l'IA, c'est évidemment comment les personnes et les machines arrivent à travailler ensemble. C'était un des thèmes abordés précédemment. Et ce qui est intéressant, c'est que si on reprend notre étude MIT, dans la dernière mouture, déjà on sort qu'à peu près 70% des entreprises investissent beaucoup dans la donnée et l'IA et en fait ne gagnent rien. C'est un coût pour elles pour l'instant. Vous avez une vingtaine de pourcents des entreprises qui arrivent à générer un impact qui est de l'ordre de 1 point de marge, un demi-point de marge, 1,5 point, à peu près 1 point de marge en moyenne pour l'échantillon, pour les 20% des entreprises, pour 20% des entreprises. Et il y a 10% des entreprises qui touchent le jackpot. Là, c'est en moyenne pour les 10% dans les grandes entreprises, les 10% les plus avancées en IA, elles vont chercher en moyenne 3 points de marge d'impact sur leurs investissements données et IA. Et ce qui différencie en fait les entreprises dans ces 3 catégories, le management est convaincu qu'il faut avancer, tout investissent dans des infrastructures de données, tout investissent dans des équipes IA, des compétences, etc. Tout travaille sur des use cases. Mais le critère qui fait la différence et qui distingue les 10%, c'est celles qui ont beaucoup investi sur l'optimisation de l'interface entre ce qui se passe au niveau des opérateurs humains et ce qui se passe au niveau des machines. Et c'est vraiment dans cette optimisation-là qu'est la clé du succès. Et un exemple des questions qui se posent, aujourd'hui, si vous faites de la maintenance préventive, c'est assez facile d'avoir un score qui vous dit quelle pièce va tomber en panne dans la semaine qui vient dans une usine ou un atelier. En revanche, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette information? Vous avez des moteurs IA qui sont capables de dire, voilà, moi j'ai modélisé l'usine, j'ai modélisé les équipes de maintenance, et donc je suis capable de rebâtir à la demi-journée près ce que chacun des opérateurs de maintenance est censé faire, quelle pièce il est censé changer sur telle machine pour s'assurer la meilleure allocation de nos ressources de maintenance aux différentes machines pour maximiser le rendement, disons, du système de production. Et vous avez des systèmes qui, au contraire, disent, voilà, pour la semaine qui vient, voilà ce qu'il faut changer, et laissent à l'équipe de maintenance la main pour décider comment est-ce qu'on s'organise en local dans l'usine pour traiter les problèmes qui vont se poser dans la semaine. Et le grand choix pour une entreprise, c'est pas trop quel type de modèle il faut aller développer ou pas pour avoir la bonne info et la bonne prévision, c'est jusqu'où est-ce que l'IA va structurer et contraindre ou pas le travail des équipes en local. Et ça dépend de l'importance du contexte, de la culture de l'entreprise, des équipes qui sont en place. Il n'y a pas de solution univoque pour toutes les entreprises. Mais c'est un sujet beaucoup plus important de savoir jusqu'où il faut que je sois prescriptif dans ce que je fais avec de l'IA que de savoir si je corrèle à un point de plus ou un point de moins en rajoutant une couche dans mon réseau de neurones. Donc ça, c'est autour le changement de paradigme sur la nouvelle IA. Après, dernier sujet qu'on a aussi abordé précédemment, qui est l'impératif de la responsabilité sociale. Alors, c'est le sujet dont tout le monde parle aujourd'hui. Il y a une soixantaine de chartes d'IA responsables qui ont été publiées par différents instituts, pays, associations de pays, fondations, que sais-je. Et aujourd'hui, le grand enjeu, c'est pas trop de se dire « oui, voilà, ça y est, c'est important », c'est vraiment de passer à l'action. Et le passage à l'action, moi, je le vois un peu à 3 niveaux. Alors, il y a un sujet très important, c'est l'éthique. Quand est-ce que ce qu'on fait, c'est bien? Quand est-ce qu'on fait, c'est pas bien? Est-ce qu'il y a des cas limites qui seraient inacceptables? Est-ce qu'on va pousser des produits à des prix prohibitifs à certains consommateurs vulnérables? On peut imaginer beaucoup de choses là-dessus. Sujet très important, là, les entreprises les plus avancées, aujourd'hui, elles ont des outils qui leur permettent d'évaluer est-ce qu'on a un risque éthique associé ou pas à certains des cas d'usage qu'on pousse, et elles ont des équipes qui sont en charge de bâtir ces cadres éthiques. Autre sujet important, c'est celui de la sûreté. Moi, je monte dans un avion, je sais qu'il a été testé, qu'il y a des normes et des choses qui font que j'ai confiance. Les banques de marché ont appris à leurs dépens que tester les modèles des traders quantitatifs, ça pouvait valoir le coup, et on a appris un peu dans la douleur à mettre en place des procédures claires. Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, en termes de sûreté, de tests, de transparence, de suivi des jeux de données qui ont été utilisés et de décision si oui ou non un algorithme fonctionne suffisamment, et séparer la responsabilité de concevoir un algorithme et de le tester, on balbutie. Et il y a beaucoup à faire sur la mise en place de processus beaucoup plus rigoureux sur ce sujet. Et mon dernier point, alors il est un peu plus philosophique, mais je pense qu'on a besoin de développer une IA frugale. Alors frugale, ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a été très vorace
vorace en données, on utilise tout ce qui tombe, on pelte des données dans les algos et on se dit plus je mets de données, plus j'ai de chances de trouver ce que je cherche. Alors cette voracité, elle a 2 défauts. Le premier, c'est qu'elle crée des algorithmes qui sont très compliqués et difficilement explicables et difficilement compréhensibles. Et sur les sujets importants comme la santé ou d'autres, c'est très important d'être capable d'expliquer ce qu'il y a dans un algo. Et après arrive le sujet des émissions. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que l'IA est une partie de la solution aux émissions de la planète. Et d'ailleurs, on estime généralement dans la littérature que déployer les techniques actuelles d'IA sur les sujets environnementaux permettrait de réduire de 5 à 10% globalement les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est des choses qui sont disponibles comme données et qui sont renforcées et prouvées par les cas de différentes entreprises qui ont attaqué le sujet. Maintenant, on a aussi le cas des émissions qui sont associées aux données. Alors bien sûr, le fait que les données émettent, que l'utilisation des algos émette du CO2, c'est surtout pas une raison pour tout arrêter, parce que l'IA a un rôle très important à jouer. En revanche, je pense qu'il est aussi important que la communauté s'assagisse. Aujourd'hui, quand on utilise un algorithme, quand on entraîne un algorithme, on a facilement autant d'émissions que quand on prend un billet d'avion ou quand on conduit plusieurs centaines de kilomètres en voiture. Toutes les entreprises sont en train de faire la chasse au gaspillage et la chasse au CO2 à peu près partout. Même si aujourd'hui les émissions liées à la donnée sont probablement inférieures à 2% des émissions mondiales, leur croissance exponentielle fait que là aussi il y a un sujet d'exemplarité pour les équipes autour d'être beaucoup plus frugales et précautionneux dans la façon dont elles utilisent les données. Et il y a des softs qui existent. Il y en a un qui a été publié par Mila, on a contribué en open source, qui aide les data scientists, Code Carbone, à mieux maîtriser leurs algorithmes, le choix de leurs hébergeurs de données pour réduire leurs émissions. Donc voilà, sur ce grand départ, donc une accélération forte, la montée en puissance des nouvelles données, une IA moins anthropomorphique qui ne fait pas que répliquer ce que faisaient des opérateurs humains, et l'impératif de la responsabilité. Mais pour moi, le vrai impératif, c'est la courbe que j'avais partagée avec vous tout à l'heure, c'est vraiment qu'il n'y a pas le choix et qu'aujourd'hui, la concurrence va passer par la maîtrise et le déploiement de l'IA, et que donc maintenant la question, c'est comment est-ce que je fais plus et mieux que mes concurrents, c'est pas est-ce que je fais ou est-ce que je fais assez vite de mon propre point de vue. Merci à tous.